Merci à vous, Madame Hoffmann, et merci au musée pour l'invitation pour cette conférence et pour l'accueil ce soir. C'est vraiment un plaisir d'être ici et retrouver le musée après un moment. En tout cas, ça faisait déjà quelques années que je me souviens d'une autre conférence dans un décor un peu différent. Donc, je trouve qu'on se sent vraiment bien dans ce contexte. Et ce soir, comme vous l'avez vu, comme il a été annoncé, je vais parler de la résistance antifasciste au Luxembourg. Et je dois dire que le titre pourrait peut-être poser un problème, mais dans le sens qu'on ne précise pas que c'est la résistance antifasciste italienne dont je vais parler ce soir. Mais évidemment, ça va de soi un peu d'avoir essayé de mettre l'essentiel, parce que là, effectivement, le fascisme, c'était un phénomène qui concernait la collectivité italienne, puisque à l'époque, c'était en Italie qu'il y avait le régime fasciste, et étant donné l'immigration importante d'Italiens au Luxembourg à l'époque, évidemment, chacun portait aussi ses positionnements par rapport au fascisme ou à l'antifascisme dans ce cas. Et c'est pourquoi j'estime que l'histoire même de la présence italienne au Luxembourg ne peut pas se passer de ce phénomène, parce que ça revient longtemps, pendant des décennies, et même après la guerre. Et il faut dire que c'est un phénomène qui a marqué d'une façon très, très forte l'histoire de l'Italie, bien évidemment, mais aussi les attitudes de l'après-guerre, même en Italie encore aujourd'hui. Ça se ressent beaucoup, cette difficulté de résoudre le conflit qu'il y a eu et qui revient encore à la surface. Donc, d'abord, l'histoire des Italiens au Luxembourg est liée à l'histoire de l'antifascisme au XXe siècle, à partir des années 20, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et comme je le disais, même dans les années qui suivent. Et il n'y a pas eu jusqu'à présent un ouvrage disons, des références qui a rassemblé qui a abordé les différents aspects et les différents volets aussi de cette histoire particulière, mais on ne peut pas ignorer non plus qu'il y a eu pas mal d'études entre-temps, surtout à partir des années 90, je dirais, qui se sont penchés sur le phénomène, sur certains aspects, par le biais d'articles surtout, et ce qui veut dire que lorsqu'on souligne le manque d'un ouvrage de référence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont commencé à se faire, et c'est pour ça que dans un article que j'avais rédigé justement pour la publication du musée, édité par le musée en 2021, j'ai choisi de réserver une place importante à la bibliographie, justement, parce que si on regarde de près, on voit que pour ceux qui veulent approfondir le phénomène, il y a pas mal d'études qui se sont faites et qui peuvent inspirer d'autres chercheurs et les intéressés éventuels. Quelque chose qui a manqué peut-être dans cette période de recherche et d'études, c'est d'approfondir le rôle des femmes dans cette période
la période du fascisme et pendant la résistance. Et c'est un manque qui ne regarde pas seulement l'histoire justement de l'antifascisme et de la résistance italienne, mais c'est disons, une lacune que les historiens ont remarquée dans les dernières années qui concerne tous les différents secteurs d'intérêt. Et là, j'ai essayé, dans cet article que j'ai évoqué, et ce soir aussi, je vais essayer de donner un peu de visibilité aussi au rôle des femmes dans cette période et dans cette histoire. Et l'autre élément que j'aime souligner, c'est qu'à côté du travail des historiens, il y a eu quand même un travail de mémoire et de valorisation de la mémoire. Il y a eu des éditions des écrits, des mémoires, des journaux intimes, des récits de souvenirs. Et donc, petit à petit, cet aspect-là aussi permet de recouper le côté historique et de donner impulsion à d'ultérieures, non seulement à d'ultérieures recherches, mais aussi à valoriser davantage ces côtés mémoriels liés à ces phénomènes. Ce soir, je vais essayer surtout de vous présenter le sujet à partir d'un certain nombre d'images qui me permettront de non seulement commenter les images, mais aussi d'encadrer l'ensemble dans un parcours qui se veut, disons, qui ne veut pas être trop lourd, étant donné aussi l'heure de la conférence, mais en même temps qui peut accrocher l'intérêt par rapport à différents aspects. Et je vais commencer par cette image qui est classique, très connue, et qui est apparue dans plusieurs publications. C'est une image, d'abord j'ai mis aussi les références, c'est une photo, moi je l'ai eue par les archives Gallo, mais ça existe aussi au Centre de documentation sur la migration humaine. Vous savez, les photos, il y a parfois la possibilité de récupérer différents exemplaires. Alors ici, ce sont les antifascistes italiens expulsés du Luxembourg qui se sont retrouvés à la frontière de Rodange en 1928. Comme vous le voyez, j'élargis le concept de résistance en partant des années 20, parce que ce sont les années qui préparent ce qui viendra après. Là, à la frontière de Rodange, ces groupes, certains parlent d'une centaine d'antifascistes, d'autres un peu moins, mais disons c'est un groupe assez consistant, sont restés bloqués 3 jours parce que de l'autre côté, à la fois en Belgique et en France, on ne le voulait pas. Et donc ça a pris du temps pour négocier le passage de ces gens. Alors les expulsés, évidemment, avaient beaucoup de difficultés à traverser les frontières si de l'autre côté on n'était pas disponible à les accueillir, mais ils avaient des difficultés tout court parce que déjà leur casier judiciaire n'était plus vierge et donc difficile de se présenter dans une autre nation, dans un autre État, difficile de trouver du travail. C'était aussi compliqué parce que la plupart avaient une famille ici. Et donc, s'ils devaient partir, ils étaient sommés de partir, et donc il fallait s'en aller. Et le problème de la famille
devenait assez grave parce que la perte du travail, c'était la première chose une fois qu'on était expulsé. Donc, c'est une photo d'un côté mémorable parce qu'on l'a déjà vu pas mal de fois, mais en même temps qui fait réfléchir sur cet aspect des expulsions des étrangers, dans ce cas les Italiens, qui entamaient énormément de problèmes et qui, évidemment, étaient aussi censés donner le moyen de chercher pour ces gens-là la possibilité de revenir, même clandestinement. Certains le faisaient, s'installer de l'autre côté de la frontière si on les accueillait, et puis ils revenaient la nuit ou en pochette, disons. Mais c'était une vie assez difficile dans ce cas. Et il y a des moments où les expulsions se font nombreuses, et c'est justement cette période des années 20 dans laquelle d'abord il y a eu la fondation des partis communistes, donc l'idéologie communiste qui gagne pas mal des travailleurs. Il y avait déjà eu le socialisme avant, mais tout ça crée de la part des autorités une certaine inquiétude. La bourgeoisie aussi est très inquiète, et tout ça pousse effectivement et justifie dans l'opinion publique ces mesures d'expulsion assez fréquentes. J'ai mis cette photo maintenant, ça c'est la même année, l'inauguration du siège du dopolavoro fasciste à Esches-sur-Alzette, rue du Canal. Pour ceux qui n'habitent pas ici, c'est pas loin de la rue du Canal, de la place de la Résistance où nous nous trouvons. Et alors pourquoi je l'ai mis? Justement pour donner l'idée de ce que c'était la situation à cette époque. D'un côté, il y a les expulsions liées à des positions, pourrions dire aujourd'hui, de gauche. De l'autre, il y a la montée du fascisme dans la communauté italienne. Le fascisme s'est installé en 1922 en Italie. Les immigrés qui arrivaient ici venaient aussi avec cette expérience sur les dos. Souvent, ils venaient aussi parce qu'ils ne trouvaient pas de travail là-bas, puisqu'ils ne partageaient pas l'idéologie fasciste. Et petit à petit, toute une série de structures se forment dans les pays d'immigration des Italiens et au Luxembourg aussi. Et c'est en 1925 qu'est fondé le Fascio à Luxembourgville et puis une section à Esches-sur-Alzette. Et puis, par la suite, se développe ce système du dopolavoro qui était censé regrouper toutes les activités de loisirs qui étaient assez développées chez les Italiens. Il y avait les fanfares, il y avait les clubs de gymnastique, il y avait les écoles, il y avait toute une série d'activités pour les moments après le travail. Et alors, l'organisation du dopolavoro en italien, ça veut dire après le travail, justement, était censée regrouper toutes les activités pour, évidemment, s'accaparer de la majorité des immigrés qui avaient cette habitude de participer dans les associations à différentes activités après le travail. Donc, le dopolavoro est fondé à Esches-sur-Alzette. Pourquoi? Parce que c'était le bassin minier, le lieu où résidait la grande partie
des immigrés italiens et surtout le milieu ouvrier. Et on voit donc sur la photo, il y a les autorités italiennes, il y a l'ambassadeur de l'époque, il y a aussi les missionnaires. En 1928, l'Opera Bonomelli, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'immigration italienne à Esch, c'était une institution cléricale, disons, qui s'occupait des immigrés dans les différents pays d'Europe et de Méditerranée, et qui avait aussi un rôle d'assistance pour les papiers, qui travaillait en lien étroit avec les consulats et les ambassades. C'est ce qui explique justement que dans les moments officiels, on voit dans ces cas les autorités italiennes. On voit beaucoup d'enfants parce que le fascisme misait beaucoup sur la jeunesse et effectivement le dopolavoro aura un succès énorme dans la collectivité italienne et vers la fin des années 30, même certaines activités de loisirs organisées par les antifascistes finiront par s'agréger à cette initiative. On verra aussi pourquoi, parce que ce n'est pas anodin, mais pour l'instant, je voulais juste faire le pendant par rapport à la photo précédente. Donc d'un côté les expulsions des antifascistes et de ce côté la montée. Voilà. À la même époque, il y a une circulation très importante de la presse antifasciste ou la presse, disons, liée au Parti communiste, aux anarchistes, aux socialistes. La presse italienne qui arrive via les pays voisins. Il y a des journaux qui sont imprimés en Belgique, d'autres en France, certains en Italie. Et c'est une presse qui circule de différentes manières, mais normalement ceux qui distribuent ces journaux sont toujours dans le collimateur de la police. La police ici à Esch était très active. Il y avait le fameux commissaire Reiss, auquel rien n'échappait. Donc tous ceux qui s'occupaient même de la distribution des journaux étaient déjà en quelque sorte figés pour une éventuelle suite, le moment venu. Voilà. On est toujours dans les années 20 et je vais évoquer dans ce cas un personnage qui représente un peu le paradigme de l'immigré antifasciste de l'époque. Donc, mais pas seulement, parce que Duilio Donzelli, peut-être vous l'avez déjà entendu, vous en avez déjà entendu parler, il était sculpteur et peintre. Il venait d'Italie, de la région des Marches, centre de l'Italie, d'où il y a eu une immigration très nombreuse ici dans le bassin minier. Et sa petite ville s'appelle Fossombrone. Il était né là-bas en 1882 et dans une famille modeste. Son père était un petit artisan. Donc il a fait l'école primaire et puis on l'a mis en apprentissage dans des carrières de pierre. Et c'est là que tout d'un coup il a découvert l'amour pour cette matière qui est la pierre et qu'il a commencé à se passionner à cette activité de travailler la pierre. Puis, toujours dans les milieux de carrière, de construction, il a rencontré des décorateurs de bâtiments. Et là, il a appris le travail avec les stucs. Après, il a appris la peinture.
N'oublions pas que la région des Marches, c'est la région de Raphaël, pour dire, c'est des endroits où l'art, ça respire toute seule, on la trouve un peu partout. Et Duilio, à un certain moment, même s'il n'avait fait que l'école élémentaire, primaire, il décide, après avoir appris sur l'art, de s'inscrire à l'Institut Royal des Beaux-Arts de Urbino, où il va décrocher un diplôme pour devenir enseignant de Beaux-Arts. Entre-temps, il avait aussi développé une passion pour tout ce qui était le mouvement, disons, des travailleurs de l'époque. Il s'identifiait aussi de par sa provenance familiale, mais aussi parce que c'est l'époque où il y a beaucoup de manifestations. C'est pas par hasard qu'en Italie, il y avait des masses qui partaient à l'étranger, parce qu'il n'y avait pas de travail pour tout le monde, et donc la situation est très difficile. Il y avait des crises dans les campagnes, il y avait les crises des petits artisans à cause de l'industrie naissante. Et en 1904, le jeune homme qui fréquentait les milieux des socialistes, mais qui parfois est aussi défini comme anarchiste, participe à une manifestation. Il se met à distribuer des tracts. Et bien là, il est fiché pour cette action aussi criminelle. Et on est en 1904. Il sera quitté l'année suivante, donc pas de suite vraiment importante, mais dans le casellario politico donc des subversifs italiens, il figure depuis le 1904. Il reste sous surveillance de la police italienne, là-bas, jusqu'en 1912. Après, puisqu'il n'a plus rien fait de si grave, on discute à la préfecture, si ce n'est pas le cas, de laisser tomber maintenant, de le contrôler tout le temps. Et dès qu'il y a un peu de répit, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il émigre à l'étranger, parce que sinon, il n'aurait pas pu traverser la frontière. Et il émigre au Luxembourg, où il avait des copains, et à Luxembourg, il s'était marié entre-temps en Italie, il avait déjà 3 enfants, et il s'installe au Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, et il cherche du travail comme sculpteur, comme peintre, et au début, il arrive à se faire connaître même, et à vivre et à aussi s'occuper des besoins de sa famille. Et il commence à être connu et reconnu. Si vous allez sur la rue de l'Alzette ou les rues latérales, il y a des mascarons sur les façades des maisons bourgeoises de l'époque. Et là, il y en a plusieurs qui ont été faits réalisés par Duilio Donzelli, qui était assez apprécié même par les entreprises de bâtiments, par les architectes, on l'engageait volontiers. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, il y avait déjà pas mal d'entreprises, d'entrepreneurs du bâtiment qui étaient d'origine italienne. Donc, ça promet cette nouvelle vie qu'il a entamée, mais il y a la guerre en 1914, tout devient difficile. D'abord, le développement urbain de la ville d'Esch, qui était vraiment dans son moment d'or d'épanouissement, s'arrête parce que la guerre ne permet plus d'investir, de se projeter dans l'avenir, etc. Et qu'est-ce que Duilio fait? Il se fait embaucher à l'Arbed, il arrive à être embauché à l'Arbed en tant qu'ouvrier, bien sûr. Et il est déjà content de ça.
toujours parce qu'il doit nourrir sa famille. Mais finalement, à la fin de la guerre, à l'Arbed, lorsqu'ils avaient le projet d'un nouveau siège qui se trouve à l'avenue de la Liberté à Luxembourgville, ils découvrent les capacités de Duilio, qui avait continué pendant ce temps à accepter des commandes privées de sculptures, surtout, et quelques peintures, mais qui, évidemment, travaillait en tant qu'ouvrier à l'Arbed. Il découvre ça et il leur donne la tâche de travailler dans son domaine. Et là, c'est encore une fois vraiment l'essor, c'est très prometteur tout ça pour lui. Il travaille aussi, il reçoit des commandes privées et il est même embauché à l'école professionnelle ici à Esch-sur-Alzette en tant que professeur de dessin. Donc une vie qui se présente, un avenir qui se présente, disons, vraiment prometteur. Et il participe toujours aux activités du milieu socialiste. Entre-temps, il y a le Parti communiste qui est fondé, et à la vie aussi sociale de la communauté italienne. Et il est parmi les membres fondateurs d'une nouvelle société de secours mutuel en 1923 qui s'appelle la Fratellanza, qui, comme toutes les sociétés de secours mutuel, dans les statuts, est apolitique et religieuse, mais derrière la façade, évidemment, elle rassemble ceux qui sont à ce moment-là, 1923, déjà dans la tendance antifasciste. Tout le monde le sait, c'est écrit nulle part, mais le commissaire de police commence à inquiéter parce que, entre-temps, ces fameux épisodes de 1904 avaient été restés quand même. On ne l'avait pas annulé, on avait lâché un peu, mais les autorités italiennes étaient au courant et elles pouvaient informer les autorités luxembourgeoises. Ce qui fait que l'année suivante, en 1924, Duilio Donzelli est expulsé du Luxembourg en tant que président de la Fratellanza. Il avait simplement participé à des manifestations ici à Esch au moment de l'assassinat du député socialiste italien Matteotti. Il y avait eu des manifestations en Italie, bien sûr. C'était un député socialiste qui s'était permis au Parlement, lorsqu'il y avait encore le Parlement en Italie, de contredire le chef de l'État qui était Mussolini. Et on l'a trouvé quelques mois après, Matteotti assassiné. Et il y a eu des manifestations dans toutes les communautés italiennes, dans les milieux, disons, antifascistes. Et tout ça a suffi pour expulser Duilio Donzelli du Grand-Duché à la fin de l'année 1924. Et ici, nous le voyons, ce sont les photos que j'ai récupérées dans le Casellario Politico des subversifs italiens, où on a dressé tout un dossier. Et ce sont des photos qu'ils ont récupérées du Luxembourg. Donc, ce sont des photos envoyées du Luxembourg à Rome, au ministère de l'Intérieur, pour ce fameux dossier. J'imagine que tout ça a pu se faire via, disons, les contacts des autorités luxembourgeoises avec la légation d'Italie, évidemment. Les photos, en fait, sont des photos privées. Ce ne sont pas des photos qui ont été prises par la police.
Et je le sais parce que j'ai connu le petit-fils de Duilio Donzelli qui est vivant et qui habite à Rome. Et c'est lui qui m'a confirmé que ce sont des photos de famille. On les a recoupées pour la fiche de police. Mais sinon, alors il y a Duilio Donzelli d'un côté, version peintre et sculpteur, et de l'autre, c'est Duilio Donzelli à la maison, ici à Esch. Il y a un tableau derrière. J'ai aussi pu récupérer la grande photo. C'est un tableau que lui-même avait peint. Maintenant, ici, on l'a coupé pour les exigences de la fiche policière. Mais je veux dire que ça, c'est aussi intéressant. Il se crée des réseaux de complicité parmi de la part des autorités des différents pays qui arrivent à faire des miracles, parce que de faire arriver à Rome ces photos qui étaient des photos privées via Luxembourg, tout ça, pour les historiens, c'est formidable, mais en réalité, c'est un travail fou, on pourrait dire comment ils ont fait. Et voilà. Alors, Duilio est expulsé, il traverse la frontière, et heureusement, du côté français, dans la Meuse, il y avait la reconstruction de l'après-guerre, puisque tout a été rasé par la guerre. Et là, il trouve du travail, et même lorsque, 6 mois après, l'expulsion se fait à la fin du mois de décembre, le 23 décembre, 2 jours avant Noël. Pour un père de famille qui a 5 enfants et une femme, c'est pas sympa. Mais il doit partir. Et de l'autre côté, il trouve des gens qui l'accueillent, malgré qu'il n'a pas de papier, il est expulsé et tout. Parce qu'il y a cette forte demande de main-d'œuvre et aussi d'artistes. Et il développera de l'autre côté une carrière formidable de sculpteur, peintre, et il y a un parcours culturel qui lui a été dédié dans la Meuse. Donc c'est pour dire qu'il a eu une grande chance, mais ça c'est le côté histoire, le côté français, qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Cette expulsion, en fait, sur laquelle il y a certains qui s'opposent, des débats et des discussions, il y a des témoins qui sont aussi interpellés. Parmi ces témoins, il y a René Blum, qui était une personnalité de premier plan à l'époque, socialiste, il était président de la Chambre des députés. C'était lui qui avait aidé à rédiger les statuts de la Fratellanza. Donc, malgré les témoignages en faveur de Duilio Donzelli, au début, il a été expulsé. Mais en retravaillant son dossier, finalement, il n'y aura pas vraiment d'éléments suffisants pour rester sur cette position d'expulsion. 6 mois après, il aura le droit de revenir, mais à ce moment-là, puisque de l'autre côté, en France, il avait trouvé du travail, logement et tout, et dans sa fierté d'homme intègre, qui savait pertinemment qu'il avait été expulsé pour des prétextes qui n'avaient aucune validité, il partira avec sa famille et il ne reviendra plus au Luxembourg. Ça, ce sont les statuts de la Fratellanza, la société sécurité mutuelle fondée en 1923, dont Donzelli a été le premier président. Une fois expulsé Donzelli, qu'est-ce qu'on a trouvé comme escamotage pour la Fratellanza? C'était de mettre comme président un luxembourgeois. Un luxembourgeois ne peut pas être expulsé. Et donc on a pris l'instituteur Meyer et on l'a mis en tant que président. C'est pour dire que parfois, d'un côté et de l'autre, on arrive à jouer et trouver les moyens de dépasser
quelques problèmes. La Fratellanza, comme je vous l'ai dit, c'était une association antifasciste. Elle était ouverte aussi, et c'était la seule et unique société secours mutuelle italienne au Luxembourg, il y en avait une dizaine, qui était ouverte aux femmes par les statuts. Les autres, c'était que les hommes qui pouvaient s'inscrire. Elle avait aussi d'autres qualités intéressantes, mais on ne va pas rester trop sur cette société. Je vous signale qu'au musée de la ville de Luxembourg, il y a une section de l'exposition sur les associations. C'est la section italienne dont je me suis occupée, et là, il y a un peu plus d'approfondissement possible sur la Fratellanza. Ça, c'était un ami, un copain de Duilio Donzelli. Il venait de la même région, d'un village proche de celui de Donzelli. Il venait de Pergola. C'est sûrement un endroit que certains ici ont déjà entendu parler, parce qu'il y a plein dans le bassin minier qui sont venus de Pergola. Et là, lui était secrétaire de la société secours mutuelle Fratellanza, expulsé aussi. Il était typographe, il travaillait chez un typographe, donc une activité plutôt intellectuelle, disons. Et on le voit donc expulsé, il se dirige vers Villerue, et la nuit il revient chaque jour à Esch, parce qu'il avait sa femme et ses enfants ici, pendant un certain temps. Puis, le jour où le mandat d'expulsion est retiré, il reviendra au Luxembourg, mais si on doit choisir le destin de deux hommes, Duilio et Giuseppe, Giuseppe, en restant au Luxembourg en tant qu'antifasciste, sera déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de l'occupation nazie. Donc peut-être Duilio Donzelli a eu plus de chance, même si, comme il habitait la Meuse, il y a eu l'invasion allemande, il a dû se réfugier dans la zone sud de la France, avec beaucoup d'angoisse pour sa famille, mais il a gardé toujours ses idéaux, et sa fille, il avait 5 enfants, donc une a été staffette dans la résistance française. Et donc, c'est pour dire comment le père, parfois, ils gardent leur position et ils arrivent aussi à la transmettre aux enfants. Zuccaroli a survécu à la déportation, mais il s'est éteint peu après son retour. Ça, c'est Jenny Mark, l'épouse de Donzelli, qui est arrivée avec son mari à Esch, et qui, à la différence du stéréotype qui veut que les femmes immigrées de l'époque, les italiennes en particulier, elles étaient ou bien femmes au foyer, ou bien s'occupaient de ménage dans les familles, ou elles tenaient des cafés et des pensions, elle était institutrice. Elle était institutrice et très entreprenante aussi, parce que le moment où son mari a été expulsé, elle est restée ici toute seule avec 5 enfants sur les bras. Elle a commencé à mettre des annonces dans le Luxembourg Report pour annoncer qu'elle organisait des cours d'italien. Et il y a dans la presse encore, on peut le voir, ces annonces. Donc elle s'est, organisée pour trouver une façon de survie dans l'absence de son mari, ce qui voulait dire, l'absence voulait dire qu'il n'y avait plus un salaire à la maison. Hein. Et ça, c'est Jenny. Elle venait d'une famille aristocrate italienne, et lorsqu'elle a rencontré Duilio dans son village natal, ils se sont mis ensemble, et contre évidemment la vie de la famille. Elle avait 10 ans de moins que son futur mari, et ça a été un mariage heureux. Et on peut le voir aussi
non seulement parce que je connais la suite, comme je connais la famille, les descendants qui m'ont parlé beaucoup de cette histoire. Il y a eu un roman qui est sorti l'année passée en Italie, c'est la biographie romancée de Giulio Donzelli, qui parle aussi évidemment de cette histoire, qui parle en grande partie aussi du Luxembourg, même si le roman est sorti en Italie. Et donc, ça a été un mariage heureux, et contre vent et marée. Hein. Mais c'est dire aussi que ça montre aussi la personnalité de cette femme. Certains ont retrouvé dans son visage, et c'est pour ça que j'ai mis cette photo, certains mascarons qu'on trouve dans la ville belge sur la tête. Alors, au même moment, on est toujours dans la fin des années 20, ici l'image des années, début des années 30, ça c'est le phénomène de fuoriusciti, ce qui circulait aussi dans les milieux antifascistes dans tous les pays d'immigration italienne et donc forcément au Luxembourg, c'était le fuoriusciti qui, à la différence des émigrés antifascistes, venaient normalement des milieux plus aisés en Italie. Giuseppe Greco, qui avait un nom pour se cacher, qui était Luigi Garlandi, avait été journaliste et avait été député communiste en Italie. Il avait dû, évidemment, avec le fascisme, abandonner tout ça. Il était recherché, mais c'est pour dire que lui, c'est l'un de ceux qui étaient recherchés au Luxembourg. Ce qui veut dire, encore une fois, que l'œil de la police est toujours pointé sur ces personnes, mais c'est aussi ce que je voulais dire, il y a une différence entre les fuoriusciti et les immigrés de tendance antifasciste. Les uns, évidemment, font vivre la réalité de tous les jours et font face aussi aux risques et périls. Je parle de Donzelli et de tous ceux qu'on appelle les émigrés. Puis il y avait les fuoriusciti qui abandonnaient une vie qui sont plus aisée, mais en même temps, une fois qu'ils se retrouvaient à l'étranger, ils s'étaient braqués tout le temps par tout le monde. Ça, c'est la photo de Giovanni Maschio, militant communiste italien, expulsé lui aussi en 1928. Il est dans la grande photo avec toute la séquelle des autres avec la valise. Et lui, j'ai voulu le montrer parce que pour ceux qui habitaient chez Sudalzette, il y en a peut-être qui se remémorent de Madame Flora Piticco, qui était sa fille. Flora Maschio, épouse Piticco, qui est décédée il y a quelques années, pas plus, et qui était une personnalité sur laquelle je vais revenir après. Donc Giovanni était de la région de Venise. Il a émigré au Luxembourg en concomitance avec la montée du fascisme en Italie. Il avait même été au conseil communal dans son village d'origine, donc très engagé, mais après, évidemment, il ne pouvait plus rester là-bas. Il est arrivé ici, il était militant affirmé, on pourrait dire, expulsé en 1928, et malheureusement, il n'est plus revenu parce qu'il est mort. Mais là, je voulais encore une fois montrer quel parcours parfois aussi assez tortueux ces militants ont. Donc lui, il est expulsé, il est allé en Suisse où il avait travaillé avant de venir au Luxembourg. Et puis, il est tombé malade de la tuberculose. Et alors, il a trouvé le moyen, par le biais de ses camarades, de partir en Russie.
pour, en Union soviétique, pour se faire soigner dans un sanatorium du côté de la mer Noire, là où il y a un climat qui aide peut-être. Hein. Et il est mort en Russie. Le drame, c'est que la famille est restée ici, donc l'épouse avec 2 enfants, dont cette dame qui s'appelle Flora Petico, n'ont plus rien su. Ils ne savent pas où il est mort, où il a été enterré. Il y a seulement quelqu'un qui est revenu des années après, qui a dit « Ah oui, je me souviens, il a dû être décédé en 1932. » Mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait rien. Et donc voilà un autre parcours assez dramatique pour un militant antifasciste. Au même temps, le fascisme monte dans la communauté italienne aussi au Luxembourg. Ici, il y a une réunion d'Italiens à la délégation d'Italie. La délégation d'Italie, évidemment, représentait un gouvernement ami. Et donc, elle était légitimée à, disons, à avoir ces attitudes-là. Et là, on est en 1929, et on voit déjà les premières chemises noires. On voit déjà le jeune homme au milieu qui a la tenue de la milice fasciste. Mais il y a encore des gens qui ont leur chemise, disons, normale et leur veste. Mais ça commence, et on voit de façon très officielle, parce que de se présenter à l'ambassade comme ça, chemise noire ou bien avec l'uniforme de la milice, ça veut dire qu'on est accepté normalement. On est même content peut-être de les avoir sur place. Encore une fois, on remarque une chose, la présence de la jeunesse. Le fascisme misait beaucoup sur la jeunesse. Regardons tous ceux qui sont assis, ce sont des jeunes gens, et la plupart avec la chemise noire. On est toujours à la même époque, hein, l'époque autour de l'expulsion, autour de... Alors, évidemment, il s'est donné beaucoup de peine pour s'accaparer les jeunes et les impliquer dans des activités. Et ici, c'est le Dopo Lavoro qui organisait des campings réguliers chaque année. Et ici, c'est à La Rochette, en 1934. Donc, les années 30, c'est l'époque où le fascisme s'est vraiment enraciné en Italie et aussi dans les collectivités émigrées, avec une puissance importante. Ce qu'on peut remarquer sur cette photo, c'est que, j'ai pu l'agrandir et vérifier que dans ces campings, je me demandais si ce n'était que des garçons, mais non, il y a aussi des filles. Et ce sont les piccole italiane, les giovani italiane, pardon, et si je trouve la flèche qu'on m'a expliqué comment l'utiliser, sinon je vous dis. Les chemises blanches. Elles sont là, avec la chemisette blanche. Là, ce sont des filles. Donc, c'est quelque chose de très innovateur, on peut dire. Hein? Ce n'était pas si courant de mettre les filles et les garçons ensemble dans un camping. C'est un extrait de la revue fasciste Il Legionario qui était diffusée dans toutes les collectivités émigrées italiennes à l'étranger. Voilà. On est dans les années 30, comme je vous le disais, et dans les années 30, comme on le sait, il y a la guerre d'Espagne, à un certain moment, qui est, on pourrait dire, la première manifestation de la résistance au fascisme. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo, aussi parce qu'il s'agit dans ce cas d'une femme. C'est une biographie sur laquelle j'ai travaillé il y a une dizaine d'années pour un article qui est paru dans la revue Mutation de la Fondation Bassaminier.
Alors, l'histoire des volontaires pour la guerre d'Espagne, partie du Luxembourg, a été réalisée de manière magistrale par Henri Wenkel. Et dans ce livre, il y a justement en 30%, c'était des Italiens ou Italiens d'origine. Hein. Mais c'était des hommes qui sont partis parce que partir et aller combattre, c'était réservé aux hommes. Alors ici, nous avons Rosa Cremoni, qui a participé à la guerre d'Espagne. Elle était née à Differdange en 1914. Elle venait de la région de Romagne, d'où venaient Luigi Peruzzi, Adelmo Venturi, tout un groupe d'immigrés très engagés dans l'antifascisme et après dans la résistance, et qui ont payé malheureusement avec la déportation après, dans le quartier de la Heule. Et elle était née à Differdange, donc rien à faire avec Esch, mais j'ai voulu la signaler parce qu'elle est partie en tant qu'infirmière avec une ambulance du Front populaire français, parce qu'entre-temps, sa famille, à elle, était partie à Longwy, s'était installée à Longwy, quelques kilomètres de Differdange. Et elle, en plus, elle s'était même mariée à 16 ans avec un Belge, et elle était partie à vivre à Athus, donc toujours à quelques kilomètres. Mais à un certain moment, on ne trouve plus de traces du mari. Elle est employée comme servante dans des pensions, dans des cafés, etc. Mais elle est sensibilisée à la cause communiste, et surtout elle entre dans l'organisation des jeunes filles de France. C'était les filles liées au Parti communiste. Et là, elle développe cette envie de participer à l'évolution sociale des travailleurs, mais aussi à l'évolution des femmes. Puis, à un certain moment, elle rentre en Italie, parce qu'elle avait encore de la famille dans son village d'origine, et puis elle reste quelque temps en Italie. Elle cherche du travail, parce que c'est une femme qui voulait quand même s'occuper, ne pas dépendre d'autres personnes, puisque le mari avait disparu entre-temps. Et elle trouve un travail à Rome en tant que servante dans une maison, dans une famille bourgeoise. Et elle y est bien pendant quelques mois, et puis elle revient à Longwy, où il y avait ses parents. Elle saisit l'occasion de partir vers l'Espagne, à côté des Républicains, bien sûr. Et avant de partir, elle écrit une lettre de vœux à son ancienne patronne à Rome, où elle explique, elle demande comment ça va, les enfants et tout. Et puis elle dit, moi, je ne veux pas revenir, je suis en train de suivre un cours d'infirmière, et je pars en Espagne pour assister ces pauvres jeunes qui sont là-bas. Je pars avec l'ambulance du Front populaire. Alors, cette lettre est interceptée par la police italienne, ce qui veut dire que Rosa était déjà dans le collimateur de la police avant. Je l'ai trouvée à Rome dans les archives du Casellario Politico Centrale. Et c'est une lettre tout à fait simple, anodine, et écrite en italien assez bon, étant donné qu'elle avait grandi à Differdange, à l'école publique, elle avait fait l'école primaire, pas plus. Mais sur cette lettre, il y a les commentaires de la police. Alors, lorsqu'elle dit « ces pauvres gens là-bas »,
le policier a ajouté Hirossi, avec 3 points d'exclamation. Donc, c'est un travail qu'on fait autour de quelque chose de tout innocent, et à ce moment-là, Rosa, on ne la lâche plus, alors qu'elle était même plus citoyenne italienne, parce qu'elle était mariée avec un Belge. Et donc, elle avait perdu sa nationalité, n'importe. Il faut dire aussi que là-bas, ils ne faisaient pas trop attention parce que leur but, c'était surtout de contrôler l'immigration. Et donc, dans les dossiers, on voit par exemple né à Differdange en France. Hein, des trucs comme ça. Donc, de l'à peu près, mais l'essentiel, ils savent toujours le trouver. Rosa Cremoni passera toute la période de la guerre d'Espagne en Espagne, et dans l'hôpital de Benicassim. Elle sera toujours suivie par, dans le dossier de la police, on a tout ce qui se passe là-bas, parce qu'il y avait un espion qui l'a courtisé, qui s'est fait passer par rouge, et en fait c'était un fasciste. Et donc on a presque jour par jour ce qui se passe là-bas, et tout ça est noté par la police, ce qui fait que termine la guerre, Rosa ne pourra pas rentrer en Italie, mais ce sera difficile de revenir aussi au Luxembourg, parce que de revenir ici à Longwy où habitaient ses parents, parce qu'on sait très bien les difficultés qu'ont rencontrées les anciens volontaires de la guerre d'Espagne pour revenir dans leur pays d'origine, et encore, parce que les gouvernements des différents pays d'Europe n'étaient pas toujours d'accord avec cette participation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Apparemment, elle reste en Espagne. Ce qui n'était pas facile non plus, parce qu'il fallait, à ce moment, parce que la guerre avait mal tourné, mais elle va rester en Espagne, et dans une fiche qu'elle a remplie dans les années 90, et je remercie M. Hoffman qui était là, mais peut-être, voilà, de m'avoir signalé cette fiche aux Archives nationales, et on voit qu'elle était encore en Espagne. Mais la fiche avait un annexe qu'on n'a pas trouvé aux archives, ce qui m'a permis de faire un voyage en Espagne pour la chercher aux archives de Brigade internationale. Malheureusement, qui se trouve à Albacete, malheureusement, même dans les archives, la fiche qui s'ajoute, qui contenait toute la description de son expérience, on ne l'a pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée non plus à Rome dans les archives du Casellario Politico. Mais on sait qu'elle avait une adresse en Espagne. Après, j'ai réussi à reconstituer, parce que je voulais savoir comment cette histoire s'est terminée. Elle est revenue pendant quelque temps à Liège, et puis à Pienne en France, et puis apparemment elle a terminé sa vie en Espagne dans les années 2000 et quelques. Mais tout ça est encore assez flou. Mais je trouve que c'est une histoire aussi, encore une fois, en quelque sorte paradigmatique de l'immigration italienne qui faisait partie de l'opposition antifasciste. Et en plus, c'est la seule femme italienne née au Luxembourg qui apparemment a participé à la guerre d'Espagne, malgré qu'elle n'était pas au front, évidemment, mais en tant qu'infirmière. Ce qui ressort de l'espion qu'il a décrit, c'est quand même une très belle personnalité de cette fille, qui est dans son dossier à Rome décrite non seulement comme rouge et communiste et tous ces noms, mais aussi en tant que femme légère. Et c'est ça que je tenais à souligner. C'était une façon de noircir les femmes qui faisaient partie du mouvement antifasciste
qui faisaient partie des idéologies de gauche. Et elle, alors, les pièces d'appui pour dire que c'était une femme légère, c'était qu'elle avait voyagé en Pologne, en Suisse. Alors, ce sont vraiment des prétextes, mais dans le casier, c'était marqué, c'est une femme légère, avec des comportements, et je n'ai rien trouvé nulle part parce qui justifie, même si ça ne me regarde pas non plus, mais je veux dire, j'aurais pu entrevoir qu'elle avait un amant, rien du tout. Et pourtant, elle a cette étiquette de femme légère. Alors, on arrive rapidement, on est toujours dans les années 30, on est vers la fin. Celle-ci, c'est une photo de la fanfare garibaldina qui avait aussi une renommée antifasciste. Elle avait été fondée en 1909, puis refondée dans l'après-guerre de la Première Guerre mondiale, mais elle avait gardé toujours cette connotation antifasciste, disons. Ils avaient au début des bérets rouges qui s'inspiraient de Garibaldi. Maintenant, on est à la fin des années 30. Donc, la fanfare, il y avait aussi le théâtre, comme nous le verrons tout de suite. Donc, des activités de loisirs, mais en même temps, c'était souvent des activités de couverture. La Garibaldina se réunissait au Café Malano Lanzeri. C'était une famille de Piémontais qui avait immigré au Luxembourg au début du siècle. C'est un café renommé dans les quartiers de la Veule. Lanzeri, c'était donc la famille par alliance de mariage, et il venait du Sud-Tirol, du Trentino. Une famille toujours aussi positionnée sur l'antifascisme. Et dans les cafés, on hébergeait les répétitions de la fanfare, il y avait aussi les réunions des antifascistes et des communistes. Et le propriétaire, qui s'appelait Carlo Malano, a été sommé à plusieurs reprises par les commissaires de police d'arrêter avec ces communistes, sinon on aurait fermé le café d'office. N'empêche que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Garibaldina a continué tant qu'elle pouvait, et puis évidemment, petit à petit, les jeunes, il y en a qui sont rentrés même au dopo lavoro avec l'intention de saboter un peu le dopo lavoro, mais entre-temps, tout ça s'est terminé, et après la guerre, la Garibaldina n'a plus ressurgi. Josie Malano était le fils du cafetier, et ça c'est une histoire aussi intéressante. Donc il était né en 1920 dans cette famille qui sera une famille antifasciste. Lui, il a été extradé du Luxembourg sous l'occupation nazie. Il avait refusé de partir à la demande du consulat, partir dans l'armée italienne, et donc les nazis l'ont intercepté, ils l'ont arrêté, et puis destiné à être renvoyé en Italie, où il a été mis en prison, bien sûr, en tant que déserteur, et puis à la chute du fascisme en juillet 1943, le jeune, et ça c'était aussi le cas de Peruzzi, qu'on verra tout à l'heure, le jeune qui avait l'âge pour être enrôlé dans l'armée, il a été enrôlé dans l'armée. Le destin a voulu que le mois de septembre, avec l'armistice, les soldats, ou bien ils ont essayé de s'échapper des casernes, ou bien ils ont été pris par les nazis et déportés.
Certains ont aussi intégré l'armée mussolinienne, mais très peu, hein, en fait. Plus que les 90% des militaires italiens de caserne ont refusé de se joindre à l'armée mussolinienne en 1943. Alors, qu'est-ce que Jaws fait? Il rejoint, avec des moyens de fortune, le village natal de ses parents, Borgiallo, dans le Canavese, une des régions du Piémont, et il intègre la résistance italienne. Et là, comme il venait du Luxembourg, il parlait les langues. En Italie, on a toujours une grande admiration pour les luxembourgeois qui parlent toutes les langues possibles. Alors, on l'a assigné à s'occuper des prisonniers anglais que la résistance avait libérés et à qui il fallait faire traverser la frontière du côté des Alpes, disons. Et Josie Malano s'occupait de ça. Il faisait l'aller-retour de tout ça, et on le voit dans la photo ici, donc dans ces passages dans les Alpes, très risqués aussi, parce que surtout l'hiver. Et puis, à un certain moment, dans une de ces expéditions de traversée, il y a une avalanche qui a enseveli tout le monde. Et donc, il est mort dans la résistance italienne. Ça, il y en a d'autres qui ont eu ce parcours. Ce qui est intéressant pour Josie Malano, c'est que si vous allez à l'église ici du Sacré-Cœur, sur la plaque dédiée aux morts, aux jeunes morts pour la patrie, vous trouvez Josie Malano. Alors que, d'abord, il était italien. C'était le seul de sa famille parce qu'il était trop jeune à l'époque pour changer de nationalité. Son père avait pris la nationalité luxembourgeoise. Mais lui, et c'est pour ça qu'il devait partir vers l'armée italienne. Donc, Josie, tout en étant italien, tout en étant mort dans la résistance italienne en Italie, il figure parmi les jeunes qui ont résisté à l'occupant nazi et qui sont morts pour la patrie ici. Je trouve que j'étais étonnée de découvrir ça, mais après je me suis dit finalement c'est aussi un hommage à toute une génération qui à différentes manières ont œuvré pour la résistance ici sur place. À côté, je mis aussi la plaque qu'il y a là-bas, au cimetière, dans la partie dédiée aux résistants. Et là, Josie Malano figure parmi les héros de là-bas. Donc, parfois, l'histoire fait quand même des tours intéressants. Toujours à la fin des années 30, on est à la Maison du Peuple, toujours à Esch. Et ici, donc la Maison du Peuple qui rassemblait beaucoup d'Italiens antifascistes, il y avait différentes manifestations. Ici, la photo est prise le moment où ceux qui avaient participé à la distribution d'un journal italien qui était imprimé à Paris, mais qui circulait évidemment aussi au Luxembourg, la Voce degli Italiani, ceux qui s'occupaient donc de distribuer, diffuser et promouvoir, reçoit un prix. Et alors la bicyclette, c'est le premier prix. Le troisième prix est attribué à Luigi Peruzzi, que vous avez peut-être déjà entendu nommer, puisqu'il nous a légué un livre de mémoire écrit de sa main. Luigi Peruzzi, comme je ne trouve pas la fiche, c'est celui-là qui a gagné un appareil. Luigi Peruzzi a gagné troisième prix, un appareil photo. Alors il y a la belle photo,
tout le monde est content. Personne n'a pensé que cette photo serait une pièce à l'appui pour être arrêtée sous l'occupation. Et donc, voilà, ils n'y ont pas pensé. Maintenant, on pourrait dire qu'il fallait le savoir, mais non. D'abord, on ne savait pas qu'il y aurait l'occupation, mais même les antifascistes auraient dû faire attention à tout ça. Et donc, ça, c'est pour introduire la figure de Luigi Peruzzi. Ça, c'est la famille de Luigi. Luigi, sa femme, son enfant, son beau-père, le frère du beau-père et un voisin. Encore, il y a des enfants. Donc, ça, c'est la famille. Ils habitaient dans le quartier de la Halle. C'était une famille des mineurs, comme la plupart des Italiens qui habitaient là. C'était une famille connue parce que, justement, Luigi travaillait à la mine, son beau-père aussi. Mais d'abord, dans le quartier, il y avait une sociabilité très poussée. Luigi avait aussi des activités de loisirs. Il jouait il avait fondé une troupe de théâtre qui s'appelait l'Avvenire et qui lui coûtera aussi de problèmes après, parce que même l'Avvenire avait la renommée d'être antifasciste. Donc voilà une autre pièce à l'appui. Mais en 1938, il semble encore assez insouciant et il venait de la région de Romagne et on a ici d'ailleurs un membre de la famille qui a aussi travaillé sur cette histoire des mémoires, Remo Ceccarelli. Et il y a aussi la petite fille au premier rang qui s'appelle Irma et justement dans un récit qui a été publié par M. Ceccarelli, cette fille raconte comment pendant la guerre à l'école, elle était discriminée et on lui disait tu vas chez ton Mussolini. Et donc elle se sentait blessée, surtout c'était une famille d'antifascistes. Voilà, ça c'est la troupe de théâtre L'Avvenire qui avait été fondée en 1936. Ils jouaient régulièrement des pièces, ils étaient tous antifascistes, la plupart communistes, mais de toute manière opposés au régime mussolinien et aussi aux notables de la communauté italienne et de la légation d'Italie. L'importance de cette troupe de théâtre dont Luigi Peruzzi, qui se trouve sur la droite, bien sûr maquillé pour l'occasion, c'était une compagnie qui s'est retrouvée justement pas seulement pour les répétitions, mais aussi pour des réunions d'organisation par rapport aux activités antifascistes, distribuer les journaux, etc. Et à un certain moment, on est au début des années 40, ils trouvent une stratégie. D'abord, ça ne pouvait plus continuer parce qu'avec l'occupation en plus, c'était très difficile de se dérober un peu. Et ils trouvent l'idée de s'infiltrer dans la compagnie de théâtre du Dopolavoro. Et Luigi Peruzzi, qui nous a légué ses mémoires, raconte pertinemment ces processus. Ils arrivent en effet à capter toute une série d'informations très importantes pour la résistance, parce qu'entre-temps, Luigi avait intégré la résistance avec ses camarades, ils organisaient même un journal clandestin que lui et ses camarades
rédigé avec une machine à écrire cachée sous l'occupation. Avoir une machine à écrire, c'était pas admis, il fallait la dénoncer. Hein. Donc, c'était quelque chose d'assez grave et surtout assez risqué. La machine à écrire était cachée dans la chambre du petit, de l'enfant qu'on a vu. Et lorsqu'il y a eu une perquisition de la Gestapo à l'époque, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont fait le tour de la maison, mais ils n'ont pas osé prendre le bébé et regarder dessus ce qu'il y avait dans la machine. N'empêche que cette machine, la propriété de cette machine entame une persécution qui aboutit à la déportation de Luigi Peruzzi, qui sera déporté à Hinzert pendant 6 mois, et puis sera extradé en Italie parce que Mussolini réclamait ses subversifs. Il sera incarcéré à Pesaro. À la chute du régime mussolinien en juillet, il intègre l'armée italienne. Au mois de septembre, lorsqu'il y a l'armistice de l'Italie avec les Alliés, les nazis sont déjà là pour encercler les casernes et demander aux militaires de s'associer ou bien à l'armée mussolinienne ou bien entrer directement dans les SS, dans des sections italiennes des SS. Et les militaires de la caserne où se trouvait Peruzzi refusent à 90% et plus. Et Peruzzi est déporté une deuxième fois en Allemagne, à Berlin cette fois, et aux travaux forcés chez Siemens, et il y passe tout le mois suivant jusqu'à la fin de la guerre, et après la libération, c'est les Russes qui ont libéré Berlin, mais le retour se fera des mois plus tard. Déjà le départ de Berlin se fera en septembre 1945, mais Peruzzi est italien, donc où est-ce qu'on va les diriger? Il a beau dire « moi j'habite Luxembourg », mais non, vous êtes italien, vous allez en Italie. Et en Italie, il avait encore des connaissances, mais la plupart de la famille était ici. Lui, il était orphelin de père et de mère, les deux morts pendant la Première Guerre mondiale. Mais non, on les dirige en Italie avec les autres anciens prisonniers. Il arrivera ici en février 1946. Il trouvera, comme lorsqu'il avait été arrêté par la Gestapo, sa femme était enceinte et sous peu, elle aurait donné naissance à un enfant. Et lui, il voit l'enfant des années après. Et évidemment, je me souviens, je parlais avec cette dame et elle me disait, la première fois que j'ai vu mon père, j'ai eu peur, parce que je ne l'ai jamais vu à la maison. Hein. Et donc ça, c'est la trajectoire de Peruzzi qui a été relatée dans son livre de mémoires. Il a survécu à la déportation et au camp de Berlin. Et il a écrit ses mémoires, et ses mémoires en langue italienne. Pendant sa vie, il n'a pas trouvé éditeur, mais après, on a réussi à publier le texte, à la fois en français, c'est Denis Couto avec Véronique Hegel qui se sont occupés de ça, et moi la version originale italienne avec l'ajout du journal qu'il avait rédigé à Berlin dans la deuxième déportation. Donc, ce travail de mémoire que Luigi Peruzzi nous a légué nous a permis d'avoir
énormément d'informations utiles pour stimuler aussi la recherche historique ultérieure. Voilà, les mémoires de Luigi Peruzzi, ça c'est dactylographié par lui. Et le livre est en 2 parties. La première qui relate tout ce qui s'est passé avant sa déportation, donc la période de l'antifascisme à Esch et l'occupation bien sûr, l'évacuation en France et puis la déportation à Hinzert, et les mémoires s'arrêtent à la fin de la déportation dans le camp de Hinzert. Ça va de soi que dans la communauté italienne, c'est le seul témoignage écrit. Donc l'action des mémoires que Luigi Peruzzi a fait est vraiment admirable. N'oublions pas qu'il a travaillé à la mine jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui pouvait passer le temps à écrire tranquillement comme les intellectuels. Et donc, on est vraiment... on a eu vraiment la chance d'avoir quelqu'un comme lui qui, tout en ayant participé à la résistance ici et avoir aussi cultivé des contacts avec la résistance de l'autre côté de la frontière à Oden-le-Tiche, une fois revenu de la déportation, la reconnaissance des résistants a été très tardive. Ça n'a été qu'en 1970. Et je pense que lui, il en a souffert beaucoup. Et c'est pour ça peut-être que les mémoires, il a commencé à les rédiger en 1946, il a continué à les retravailler jusqu'à 1969. Et une fois qu'il a eu la reconnaissance des résistants, il a arrêté. Et donc on a la version finale qui est celle qui est à peu près concomitante. L'autre photo, c'est le journal de Berlin, Diario di Berlino. Ce sont les derniers mois de guerre, donc à partir de septembre 1944 jusqu'à la libération, et après les mois qui suivent la libération. Et si les mémoires ont été écrits après les faits, comme toute mémoire qui se respecte, on écrit. D'abord, on vit l'expérience et puis on écrit. Là, c'est la prise en direct, jour par jour, de ce qui se passe à Berlin, dans leur camp de détention. Et avec les bombardements, on sait très bien que les derniers mois de guerre à Berlin, c'est l'enfer. Hein? Et puis à la libération, lorsque Luigi remarque que maintenant la donne s'est renversée et les victimes maintenant sont les nazis. Et on les retrouve sur la rue qui ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Et tout ça se trouve dans l'édition italienne de mémoire qu'on trouve en librairie, vous trouvez à la librairie italienne d'ailleurs. Mais je voulais vous montrer le départ, à savoir ce que Luigi Peruzzi a gardé dans les tiroirs jusqu'à sa mort, parce qu'il n'avait pas trouvé éditeur jusque-là. Alors, ici, on va terminer tout de suite. Ici, c'est pour montrer qu'en 1945, lorsque les déportés, lorsque la guerre est finie, les déportés ne sont pas retournés tout de suite. Alors ici, c'est un groupe de familles, de membres de familles. Vous voyez, ce n'est que presque des femmes et des enfants, la plupart, et qui attendent leurs proches qui avaient été déportés. Et comme je vous le disais, on est en 1945, mais quelqu'un comme Peruzzi est retourné en 1946. Donc, ils ont dû encore attendre. Et je voulais aussi signaler la présence de l'épouse de Luigi Peruzzi, qui est dans le groupe et qui donc, participe à cette attente de leurs proches. Il y en a pas mal qui ne savent même pas comment ça s'est terminé. Donc ça
même pas s'ils sont encore vivants ou non. Et puis, la dernière photo, je voulais terminer sur une image de femme souriante. La guerre est finie, on est en 1947, mais disons, la guerre est finie, mais la situation de l'après-guerre n'est pas si simple. Alors, sur cette photo, il y a d'un côté, vous le voyez encore, l'épouse de Luigi Peruzzi, Irene Turi, et de l'autre côté, dans la deuxième rangée, la dernière, c'est Flora Maschio-Pitico. Je voulais vous la montrer aussi parce que c'est une belle photo qui montre comment l'expérience de la guerre, de l'antifascisme, de la guerre, de toutes ces misères qu'elles ont endurées, ces femmes, les a portées à rejoindre une association qui s'appelait UDI, Unione Donne Italiane, qui a été fondée en 1945 en Italie et qui est née justement de l'expérience de femmes antifascistes pendant la guerre. Et femmes italiennes, mais qui s'est répandue cette association aussi dans les milieux dans les collectivités des immigrés à l'étranger. Et ici, l'UDI, en 1947, elle est déjà présente, grâce justement à l'initiative de ces femmes qui ont continué leur activité. Au début, dans l'après-guerre, elles s'occupaient d'accueillir les enfants les plus démunis qui venaient d'Italie, des villages d'origine des immigrés. Parce que l'après-guerre, en Italie, il y a des bombardements, des destructions partout. Donc la vie est très difficile dans les autres pays aussi. Mais je veux dire, il y avait vraiment beaucoup de familles en détresse. Il y en avait qui n'avaient pas suffisamment pour nourrir les enfants. Et donc, elles faisaient venir des groupes d'enfants de différents villages de là-bas. Puis, elles ont continué à s'occuper beaucoup des enfants et des femmes. Et c'était une association qui s'occupait de l'émancipation des femmes. Et Flora Pitico, la dame que je vous ai montrée, Flora Maschio-Pitico, l'épouse de Giovanni Maschio, la fille de Giovanni Maschio, elle a été longtemps présidente de cette association et elle s'est beaucoup occupée aussi de l'intégration des étrangers. Elle était tout le temps très engagée, non seulement ici à Esch, parce qu'elle habitait Esch, mais aussi dans les différentes manifestations au Luxembourg. Elle est décédée il y a quelques années, pas plus. Et je l'ai interviewée en 2007, à l'époque où il y a eu la grande exposition Retour de Babel, organisée à Dudelange, par le Centre de documentation sur la migration humaine, la commune de Dudelange et le Claé. Et là, il y avait plusieurs personnalités qui étaient présentées. Elle était encore vivante, je l'ai interviewée. Et dans le grand catalogue de cette exposition qui a été publié, dans ce bel entretien, elle raconte son expérience non seulement d'immigration au Luxembourg. Elle est arrivée au Luxembourg dans les bras de sa maman, elle avait quelques mois. L'histoire tragique de son père qui est mort on ne sait pas où et comment, en Russie. Et l'histoire de l'antifascisme, elle jouait dans l'avenir et aussi dans la compagnie de théâtre, avec son mari qui était aussi un immigré antifasciste. Et
Et lorsqu'elle parle de la guerre, parce qu'elle avait aussi un frère qui était communiste, donc qui participait aussi à la résistance, elle a utilisé une expression « j'étais tout le temps sur le charbon ardent » par la peur de la Gestapo qui arrive pour... et finalement, son mari a réussi à échapper à la déportation, mais ce sont des années qui l'ont marqué énormément. Et ce qui est beau et intéressant, c'est lorsqu'elle parle de la solidarité. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de femmes qui sont restées seules parce que le mari était parti à la guerre, en déportation, surtout dans les milieux, disons, de la résistance. Et donc, elle s'est occupée beaucoup de la solidarité et du soutien des autres femmes qui étaient restées en détresse à cette époque de la guerre. J'ai voulu terminer ici. Je comprends que c'était peut-être plutôt rapide, mais j'aime terminer sur cette image qui nous donne aussi la continuité de ce qui a pu produire aussi cet engagement avant et pendant la guerre pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice sociale, que ces gens ont complètement pris en main. Merci.